On va peut-être commencer, puisqu'il est 14 heures, on va commencer le webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à tous d'être parmi nous aussi nombreux sur la thématique du numérique et de la RSE. Donc, je suis Sophie Groussard, je suis directrice du marketing communication et je suis en charge de la stratégie RSE, toute la RSE chez Konica Minolta. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Julien Pilette, qui est président fondateur du World Cleanup Day et VP du Digital Cleanup Day en France. Je te laisse te présenter rapidement, Julien, et on pourra commencer ce webinaire ensemble. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, j'ai lancé avec plusieurs autres personnes le World Cleanup Day que vous connaissez peut-être, hein, qui est un mouvement qui vise à nettoyer la planète. Alors moi, c'était en France que j'ai lancé ça en 2020, pardon, en 2017 pour la première édition en 2018, et la France a lancé la dynamique du Digital Cleanup Day en 2020 suite au fait d'être confiné et d'être sur des appareils numériques constamment. Comme on ne pouvait pas nettoyer à l'extérieur, on s'est mis à s'inquiéter de la question aussi numérique, et c'est comme ça qu'est né le Digital Cleanup Day. Et effectivement, on a eu plusieurs événements ensemble, plusieurs partenariats ensemble, parce que chez Konica Minolta, nous, on est l'entreprise depuis 150 ans, on anticipe on anticipe les transformations de l'entreprise et les transformations générales. Et vous savez tous que les entreprises doivent tout intégrer les enjeux du développement durable dans leur business model. Et Konica Minolta souhaite se positionner pour accompagner ces transformations de ses clients, accompagner aussi nos clients dans la transformation digitale des environnements de travail. Et on sait tous que chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité, doit contribuer, peut et doit contribuer d'ailleurs à une société meilleure, à la fois en réduisant les impacts négatifs de notre activité et en développant les impacts positifs. Et la transformation numérique, on est tous dedans, la transformation digitale, la transformation numérique, toutes les entreprises sont en plein dedans, et c'est donc au cœur du développement durable, des enjeux de développement durable. Et c'est donc notre sujet aujourd'hui, comment mener une transformation digitale responsable, comment vous aider aussi, comment vous accompagner pour mener une transformation digitale dans vos environnements de travail. Donc déjà, ce que je propose, c'est de cadrer la notion de numérique. On va le faire rapidement en introduction. On verra l'impact du matériel, les usages également. On verra que les usages sont très très importants dans la partie numérique et le numérique responsable. On verra ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité, l'impact de la donnée aussi, et la thématique de l'inclusion numérique, puisque dans le numérique responsable, il y a la partie environnementale, mais aussi la partie sociale. Et on finira sur un petit outil qu'on partagera avec vous et que vous pourrez utiliser derrière dans vos entreprises. Alors, le numérique, c'est assez vaste. Je pense que l'idée, c'est déjà qu'on cadre avec vous qu'est-ce que le numérique. Alors, Julien, en tant que président fondateur du Digital Cleanup Day, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce que tu mets toi derrière numérique? Le numérique, c'est assez simple maintenant, et c'est complètement incorporé dans nos vies et à tout niveau. Le numérique n'est plus uniquement nos ordinateurs. Maintenant, énormément d'appareils sont connectés, même dans notre cuisine, on a des robots qui sont connectés, on a énormément de choses en domotique, dans nos voitures maintenant sont connectées aussi. Donc le numérique en fait a pris toute la place, et tout ce qui va être effectivement avec des échanges de données partout sur la planète maintenant va concerner ce numérique, était interconnecté, et on a donc des choses de plus en plus développées, mais aussi impactantes. Alors c'est ça qu'on va parler, c'est qu'en fait le numérique, on le voit peu, de moins en moins, ça donne énormément de résultats, mais plus la technologie avance, plus on a de résultats et moins on la voit. Vous voyez que la taille des téléphones portables, ils sont devenus tout petits, il y a énormément de choses qu'on voit derrière, qu'on ne voit pas derrière en fait, tous ces impacts. Il y a des choses superbes qui sont justifiées, dont l'impact est justifié, et il y a beaucoup de superflu dont on va parler aujourd'hui. Donc cet impact du numérique
et caché, non visible, et c'est tout le danger en fait du numérique, c'est qu'on le consomme à tout va sans vraiment savoir et conscientiser l'impact que ça a complètement derrière, puisqu'on ne le voit pas à l'endroit où on consomme ce numérique. Alors moi, j'aurais peut-être une question à vous proposer. On a préparé un petit sondage. Je voulais savoir quelle est la proportion en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre émis par le numérique dans le monde. À votre avis, le numérique, combien émet de gaz à effet de serre dans le monde? Vous pouvez répondre, hein, dans le sondage si vous le voyez apparaître. Voilà, donc a priori, vous avez commencé à répondre. Non, pas encore. On a vu Alors effectivement. voilà, c'est parti. Ouais, Donc voilà la question, parce qu'en fait, derrière, on va le voir, derrière le numérique, il y a la question qui est très importante et majeure maintenant, qui sont les gaz à effet de serre qui génèrent le dérèglement climatique que l'on connaît et qu'on en voit de plus en plus. C'est plus une question, ce dérèglement climatique, on est dedans, et la question, quel est justement cet impact du numérique qu'on ne voit pas quand vous ouvrez votre voiture, que vous tournez le truc, vous voyez le contact, vous voyez le pot d'échappement derrière qui émet des gaz, vous comprenez bien le sujet directement. Sur le numérique, quand vous avez un téléphone dans votre poche qui fait pas de bruit, qui est tout discret, vous ne voyez pas l'impact sur le dérèglement climatique. Alors je vois effectivement vos réponses, et 91% des gens ont voté, donc 3 à 4%, oui, effectivement, on est à ce chiffre-là, 3 à 4% du numérique, sachant que le numérique est en pleine expansion. Donc, on va passer très prochainement les 5%, et ça va continuer de grandir. On a de plus en plus de choses. Vous avez vu l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses magnifiques qui nous attendent grâce au numérique, mais ça veut dire que l'impact du numérique suit l'utilisation du numérique. Donc oui, les gaz à effet de serre sont le numérique est directement lié à une partie des gaz à effet de serre, et cette part va grandir au fur et à mesure de l'avancée et de la prise en compte du numérique. et ce qu'on peut souligner, c'est que c'est effectivement, c'est bien plus que l'aviation civile. Peut-être contrairement à une idée reçue, on se disait c'est l'avion qui pollue le plus. Au final, on se rend compte que la partie numérique émet plus de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Effectivement, tout à fait. On a différents types d'impacts et on a des visions de certaines choses. Encore une fois, l'avion, vous savez que l'avion va polluer, on le dit beaucoup. Mais en termes de volume, on est sur le numérique voilà, très présent, sauf que vous ne le voyez pas et vous n'y faites pas attention. Donc, il faut être capable de faire attention autant sur les voyages en avion que sur la gestion et l'utilisation du numérique. Alors du coup, quand on parle de numérique responsable, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière numérique responsable, Julien? Le numérique responsable, déjà, la question, c'est une question de RSE, de responsabilité. Pour être responsable, il faut avoir conscience. Donc, la première question, c'est d'avoir conscience de cet impact. Et pour pouvoir, derrière, évidemment, réduire cet impact. On va le voir aujourd'hui, en décortiquant un petit peu les différents sujets du numérique et de son impact. Vous allez pouvoir choisir en disant, quand j'utilise le numérique à tel endroit, je sais qu'il a un impact et donc je vais l'utiliser à bon escient. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser ça à tel endroit ou pas? Donc vraiment, le numérique responsable, c'est la question de la conscientisation de l'impact du numérique et la gestion du numérique pour que l'utilisation, le ratio entre le volume d'utilisation et l'impact derrière s'améliore au fur et à mesure. Et il y a beaucoup de choses à faire en fait. C'est l'histoire de la loi de Pareto, hein, 80-20, il y a 80% des résultats qu'on va avoir sur 20% des actions en fait. Donc moi je vous propose encore un petit sondage. Qui est-ce qui parmi vous déjà gère la question du numérique responsable et dans son entreprise a déjà une démarche de numérique responsable? Alors le sondage va s'afficher chez vous. Qui parmi vous a mis en place une démarche de numérique responsable dans son entreprise? Est-ce que c'est déjà des sujets que vous avez dans vos démarches globales? Ou effectivement, vous êtes en train petit à petit de découvrir le sujet. On a vu Et que le numérique responsable, il y a à la fois effectivement une empreinte, un enjeu de réduire l'empreinte écologique, mais aussi la partie économique et sociale, sociétale, donc toute la partie insertion, intégration
Et donc, ça peut être, quand on dit mettre en place une démarche de numérique responsable, il peut y avoir ces deux aspects. Bien évidemment, la partie environnementale est celle qui est la plus évidente, mais on peut avoir aussi commencé par l'aspect intégration et social. Tout à fait. Donc là, on voit les résultats. On a de 80% des personnes qui ont répondu déjà. Tu peux peut-être afficher les résultats. On voit bien que l'essentiel des personnes, en tout cas vous participez. Ouais, 34% des personnes n'ont pas du tout connaissance, 36% ont des connaissances sans démarche. Donc vous voyez, on a l'immense majorité déjà sur lesquelles on va pouvoir démarrer et engager des réflexions là-dessus. Et donc, il y en a déjà qui ont démarré, donc ça c'est très bien. Et c'est aussi une manière de faire, c'est de pouvoir comparer avec ce qui se passe ailleurs. Si vous regardez sur Internet, vous aurez plein de démarches et plein de structures qui font des choses. Konica d'ailleurs va expliquer un petit peu ce que font chez eux. Donc on Alors, peut, vas-y. oui, pardon. Oui, l'idée, c'est effectivement de vous donner des nouveaux éléments, peut-être ceux que vous connaissiez déjà, et de nouveaux éléments lors de ce webinaire. Alors, effectivement, le premier impact du numérique, effectivement, c'est le matériel. Je pense que là encore une fois, on aura peut-être des idées reçues là-dessus, Julien. Ouais, tout à fait. Quand on se dit, ah bah les mails, je vais trier mes mails, j'ai des documents, voilà, je transfère de la data. En fait, la data, ce n'est qu'un quart du sujet. Il faut avoir conscience que le matériel, alors il y a un lien entre matériel et data, bien évidemment, mais les trois quarts de l'impact, c'est le matériel en soi, et notamment les terminaux. Les téléphones portables, les smartphones ont pris tellement de place dans nos vies. En fait, c'est la fabrication, l'utilisation de ces téléphones portables, ces terminaux et tous les appareils du numérique qui représentent trois quarts quand même des appareils dans le monde. Donc là, on a une petite question pour vous. À votre avis, combien il y a d'équipements numériques dans le monde? Alors, je vous rappelle qu'on est 8 milliards sur Terre, que beaucoup dans l'humanité, Petit indice pour le voilà, sondage. et on est beaucoup dans l'humanité à ne pas avoir accès au numérique encore, hein. Il y a des grandes disparités d'accès au numérique. Alors les réponses tombent. Alors vous êtes ambitieux, on n'en est pas encore là, mais on est plutôt autour de 34 milliards, effectivement. Il y a 34 milliards d'appareils qui sont actuellement en service, hein. Je ne parle pas des appareils qui ont été fabriqués, c'est vraiment des appareils qui tournent et qui sont en service. Dans le monde, l'ordre de grandeur, c'est 34 milliards. Donc vous imaginez bien que si la moitié de l'humanité n'a pas accès au numérique, le reste a beaucoup d'appareils, d'équipements numériques qui tournent. Donc, Je veux dire, un habitant d'Europe occidentale voilà, possède en moyenne 9 équipements d'électronique, ce qui est assez énorme quand même, hein. Ça, c'est ça, ouais. ce qui Donc est, voilà. imaginez avec le développement de tous les pays dans le monde, ce qu'on souhaite évidemment, c'est que tous les pays puissent se développer et améliorer leurs conditions de vie. S'ils font tous comme nous, voilà, on sait que si toute la planète vivait comme un Français moyen, il faudra au moins 3 planètes. On est vraiment dans ce concept-là. Donc l'impact du numérique et des appareils est assez important, quoi. Donc, comme je vous ai dit, les terminaux, les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, hein, tout ça, c'est des terminaux. Il y a tous des systèmes qui sont derrière, qui sont les serveurs ou autres. Mais vous-même, pour pouvoir vous connecter avec tout ça, vous avez des montres connectées, des téléphones, et ainsi de suite. Ça, ces terminaux-là sont énormément consommés et c'est eux qui ont le plus d'impact. C'est 65 à 90% de l'impact du numérique, ce sont les terminaux. Alors effectivement, nous, chez Konica Minolta, on a tout à fait conscience de cet impact du matériel. Et d'ailleurs, on a bien en tête ce sujet-là depuis longtemps, puisque les multifonctions d'impression qu'on propose sont des appareils connectés aussi, connectés à Internet. Et effectivement, depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, où il y a eu un département RSE qui a été créé chez Konica Minolta. On est engagé dans une démarche d'économie circulaire pour nos machines et pour nos consommables aussi d'ailleurs. Pour les machines,
En fait, vous avez là un petit schéma. On développe et on fabrique les matériels dans l'objectif de réduire continuellement leur impact environnemental, et ce à chaque étape du cycle de vie des produits. Donc la conception, la production, la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'utilisation, le recyclage et l'élimination. On récupère donc nos machines en fin de contrat. Au bout de 3 à 5 ans, on les récupère, et une fois les machines récupérées, elles sont soit revendues, soit revalorisées soit détruites et revalorisées en énergie, en matière, et soit reconditionnées, donc pour une nouvelle vie. Et d'ailleurs, depuis 3 ans, on a une gamme d'appareils reconditionnés, donc reconditionnés pour une seconde vie. Et opter pour un matériel reconditionné, c'est opter pour un matériel qui émet quelque part 70% de moins de gaz à effet de serre par rapport à un matériel neuf. Donc le reconditionnement a un impact clair sur les émissions de gaz à effet de serre. Et le reconditionnement, on le fait d'ailleurs sur nos machines, mais aussi sur nos pièces, puisque les pièces, les pièces, certaines pièces qu'on récupère des machines, qu'on reconditionne pour réparer des nouvelles machines également. Et également, ce qui rentre aussi dans le fonctionnement des multifonctions d'impression connectée, c'est les consommables, ce qu'on oublie souvent. Mais effectivement, ça a un impact aussi si on n'est pas sur du reconditionné, ou en tout cas si les consommables ne sont pas éco-conçus. Donc les consommables qu'on propose sont éco-conçus. Et depuis 20 ans, on propose à nos clients de reprendre les consommables. Donc c'est un service gratuit qu'on propose via le CONILI, qui est un consortium de constructeurs d'impression. Et on augmente, et en fait, une fois qu'on les récupère, ces consommables vont être détruits et réutilisés en matière et en énergie. Donc il y a vraiment un cycle, il y a vraiment une économie circulaire autour des consommables aussi, voire de plus en plus on réutilise, on les nettoie, on les réutilise plutôt que de les détruire. Donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on a mis en place depuis très très longtemps chez Konica Minolta. Ouais, voilà, c'est exactement des exemples concrets d'une manière de gérer ces appareils et cet impact de l'appareil. En fait, bon, vous êtes des fournisseurs et des fabricants. C'est pareil pour tout ce que vous avez chez vous, même si vous-même, c'est pas votre cœur de métier. Vous avez des smartphones, vous avez des appareils. En fait, l'éco-conception, vous pouvez faire le choix d'acheter un type d'appareil qui lui-même est conçu de cette manière-là, hein. Je pense aux appareils reconditionnés, aux téléphones reconditionnés, on en reparlera après, mais la question, est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir un téléphone neuf, ou est-ce qu'un téléphone reconditionné par rapport à l'usage qu'on peut en avoir, on va parler des usages après, cela suffit. Et surtout le protéger, parce que la vie d'un smartphone, si je prends l'exemple d'un smartphone, ça doit durer au moins 6 ans pour être amorti d'un point de vue environnemental. Si vous-même, au bout de 2-3 ans, vous devez changer de téléphone, ça peut arriver, mais le fait de le protéger, de mettre une coque, de mettre une vitre sur le téléphone et puis d'en prendre soin constamment, fait que même si vous avez besoin de changer votre téléphone, vous pouvez toujours le remettre dans des certaines filières qui vont permettre de continuer la vie du téléphone. Donc, prendre soin, le care, comme on appelle ça en anglais, est extrêmement important, parce que maintenant, comme c'est devenu des petits appareils consommables, on s'en moque, ça devient des déchets derrière. Non, non, assurons-nous que l'appareil va pouvoir continuer à vivre un maximum de temps derrière nous, et ça concerne tout. Donc ça, c'est important de réintégrer cette notion du soin qu'on peut avoir du matériel pour qu'il puisse allonger sa durée de vie. C'est voilà, primordial. Ouais, Et tout donc, à fait. Et effectivement, le matériel, on a vu que c'était 80%, c'est 80% de l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, les usages, donc c'est quand même 20%, c'est quand même 20%, Julien. Donc c'est quand même aussi à considérer quand on met en place une politique numérique responsable dans une entreprise. Effectivement, la question que vous pouvez vous poser, il faut se poser la question à chaque fois, c'est pourquoi j'utilise le numérique? Est-ce que c'est utile, et c'est utile à quoi? Vous avez, vous et vos collaborateurs, vous avez, bon, je reprends l'exemple du smartphone parce qu'on l'a tous dans nos poches et on va continuer à en avoir énormément, mais vous avez un appareil
Maintenant, les appareils, et j'en fais partie, hein, j'ai un téléphone portable que j'ai acheté évidemment reconditionné, mais j'ai fait des photos de la Lune récemment. Des photos de la... En fait, c'est pas mon métier de faire des photos de la Lune. Alors, j'ai une belle photo de la Lune très propre, bien zoomée. Ça fait des zooms de 100 fois. La question dans votre métier, quand vous fournissez, quand vous travaillez, de quoi vous avez besoin? Si vous avez besoin de photos, est-ce que vous avez besoin de photos qui font 4 fois un écran de cinéma en termes de définition? Puisque c'est ça la réalité des appareils photo maintenant sur les téléphones. C'est des qualités gigantesques qui stockent une donnée énorme. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc en fait, si c'est pour téléphoner, si c'est pour faire en sorte d'avoir des emails, si c'est pour réussir à prendre des photos, ainsi de suite, selon votre usage, vous allez pouvoir définir exactement ce dont vous avez besoin. Ça a un rapport avec l'impact environnemental et le choix que vous allez faire de l'appareil, parce qu'en fait, ça fait bien longtemps qu'on a des téléphones portables qui répondent à 99% des besoins qu'on a de téléphones portables. Alors, si vous en avez besoin parce que vous faites des métiers de son, des métiers de vidéo, etc., bien sûr, c'est pertinent. Mais pour tout l'essentiel, pour des avocats, pour voilà, plein de métiers, bah, c'est pas utile d'avoir des choses hyper performantes, à moins évidemment d'en faire un objet social. Mais est-ce vraiment utile de briller par le numéro de son téléphone? Mm. Peut-être un petit sondage, à votre avis, quel pourcentage qui représente le numérique dans la production d'électricité mondiale? Parce qu'en fait, il y a un lien direct entre tous ces appareils qui produisent, enfin, qui consomment énormément d'électricité. Ça consomme l'électricité l'appareil lui-même, mais ça consomme de l'électricité dans son usage. Parce que quand vous avez utilisé, quand vous envoyez un mail, votre mail est sur votre téléphone, vous l'envoyez, ça passe par différents hubs, des switches qui sont eux branchés aussi. Ça arrive sur des serveurs qui consomment de l'énergie, qui ont des serveurs en parallèle pour sauvegarder vos données qui consomment de l'énergie. Ça repart dans des switches, ça arrive chez le serveur de l'autre personne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a énormément d'appareils qui sont branchés et qui consomment énormément d'électricité sur toute la filière. Donc on voit vos réponses, c'est un peu partagé. Alors c'est 10% actuellement, effectivement, c'est 10% de l'électricité du monde qui est sur le numérique. 10%. Vous imaginez un petit peu le volume de l'électricité qu'on produit sur Terre. Voilà, l'électricité, on ne la produit pas que pour faire tourner des trains, que pour allumer des lumières, que pour faire du chauffage ou des industries. L'électricité est derrière toute l'utilisation du numérique que vous avez. Donc effectivement, 10% de cet impact est lié au numérique. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de pouvoir centrer sur la consommation, enfin sur comment vous consommez le numérique pour dimensionner vraiment les besoins que vous en avez afin que ça puisse correspondre à la réalité de vos besoins. C'est ce que je disais, conscientiser l'impact Mm. que ça a derrière et Mm. continuer de profiter parce que ça, c'est important dans le numérique responsable. Le numérique, on adore ça, ça apporte énormément de choses. L'idée, c'est pas de rejeter le numérique, mais c'est l'idée de l'utiliser à bon escient. Et justement, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner, des conseils pour optimiser en termes d'usage la production enfin voilà, l'électricité, production d'électricité, des usages, des petits conseils et peut-être évidents et peut-être un petit peu moins évidents qu'on connaît un peu moins pour optimiser pour optimiser notre consommation numérique. Ouais, bah alors, les conseils c'est des conseils en fait que vous croisez régulièrement. Donc il y a beaucoup de conseils comme ça qui deviennent assez évidents. Les mises en veille, voilà, vous éteignez vos appareils quand vous partez du boulot, vous éteignez vos écrans. C'est pareil pour les smartphones, que vous les éteignez la nuit. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut passer, enfin réduire la consommation des appareils. Après, il y a effectivement la manière dont on utilise l'appareil. Je vous parlais des mails tout à l'heure. Un mail, c'est pas un chat. Si c'est pour envoyer OK et toi, voilà, et se servir du mail comme un chat, vous imaginez pas la donnée qui est utilisée pour vous permettre de faire un chat. Il y a des outils pour faire du chat. Si vous parlez de chat, il y a des outils qui servent le chat et qui ne font pas des sauvegardes autant que les mails, par exemple. Et puis après, il y a plein d'autres petits trucs dans l'utilisation. Si je prends par exemple vos mails, encore une fois, dans vos signatures mail, est-ce que vous avez besoin dans vos signatures mail de mettre une image? Si vous mettez une photo à chaque fois que vous envoyez un mail, la photo, elle est dupliquée sur tous ces serveurs, donc elle a un poids.
et ainsi de suite. Et si vous envoyez à plein de collaborateurs ou plein de gens, à plein de destinataires le mail, tout le monde va avoir la copie de l'image sur son appareil. Donc vous imaginez un petit peu la place que ça prend et le transfert de données au final. Donc il y a plein de petites choses comme ça, les pièces jointes, de mettre des liens à la place des pièces jointes, voilà, de écrire, d'apporter un peu de sobriété dans tout ça pour qu'on puisse se concentrer sur, encore une fois, les choses dont on a vraiment besoin. Donc les volumes, quand on regarde par exemple, vous envoyez des PDF ou des PowerPoint avec des photos dedans que vous n'avez pas redimensionnées. Donc vous avez des photos qui sont gigantesques, vous les mettez dans votre PowerPoint, en fait elles restent gigantesques, même si vous les avez réduites en visuel, en fait elles pèsent toujours autant et vous pouvez les réouvrir. Donc ça, c'est des petits trucs à savoir. Et il y a énormément de choses, on ne peut pas faire la liste complète de toutes ces choses-là. C'est vrai que ça vaut le coup aussi, dans le cadre d'entreprise, de mettre en place des chartes de bonne utilisation des outils numériques pour que justement les collaborateurs puissent optimiser leurs usages afin d'émettre moins de gaz à effet de serre, d'émettre moins de consommation électrique et donc moins de gaz à effet de serre. Donc je pense que ça vaut le coup de réfléchir à une charte d'usage numérique responsable au sein des entreprises. C'est un sujet que nous, on a mis en place chez Cognitia Minolta et qui est utile dans toutes les entreprises. Tout à fait. Donc, peut-être on peut passer sur l'économie de la fonctionnalité. Je vous parle un petit peu d'économie de la fonctionnalité. Effectivement, j'avais un point, mais on le reverra à la fin. C'est un petit cadeau qu'on vous fera en fin de webinaire sur les éco-gestes, juste pour terminer sur cette notion d'usage. On a un certain nombre d'éco-gestes et des affiches éco-gestes, et effectivement c'est l'un des points dans les usages que tu avais présenté, c'est le fait d'avoir en veille, de ne pas garder en veille les appareils, puisqu'en fait on estime que en France les appareils en veille consomment l'équivalent d'un réacteur nucléaire qui fonctionne en permanence. Donc, si tous les Français éteignaient leurs appareils en veille, ça économiserait la consommation d'un réacteur nucléaire, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Tout à fait, c'est des petites choses, encore une fois, qu'on ne voit pas. Il y a une notion qui s'appelle le sac à dos, l'impact, le sac à dos qui est derrière les choses. Et en fait, derrière votre smartphone, il y a tout un sac à dos d'impact, de déchets, de consommation, etc., qui existe. Et voilà, en prendre conscience vous permet ça. Et des éco-gestes, voilà, vous en aurez comme des exemples supplémentaires. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Et encore une fois, c'est toujours la loi de Pareto. Il y a beaucoup d'appareils qui vont vous permettre, enfin, beaucoup d'appareils, d'actions qui vont vous permettre d'économiser beaucoup. Des fois, vous avez l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait, en se concentrant sur ces actions-là, on va beaucoup plus loin. Ok, donc on vient de parler des usages pour réduire l'impact du numérique. Est-ce que la clé, comme on se le disait tout à l'heure, ça serait pas de passer d'une économie de la possession, donc posséder des biens, à une économie de la fonctionnalité ou de l'usage? Qu'est-ce qu'on peut donner comme définition sur l'économie de la fonctionnalité? En fait, on a l'économie telle qu'on la connaît est une économie linéaire. C'est-à-dire quand vous avez besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui fabrique cette chose, elle devient votre propriété, et puis après, vous en faites un déchet ou vous la revendez, ainsi de suite. Donc, on a vraiment quelque chose qui est linéaire. L'économie de la fonctionnalité repose, ce qui fait partie de l'économie circulaire, repose sur le principe de se reposer la question, qu'est-ce que je cherche à avoir? Est-ce que vous êtes fier de posséder votre machine à laver? Est-ce que voilà, on est content d'avoir sa machine à laver, je suis un possédant de machine à laver. C'est quelque chose qui est effectivement facile à remettre en question. Et puis en fait, les vendeurs de machines à laver, quel intérêt ils ont en fait? Le vendeur en machine à laver, il a l'intérêt de vous revendre une machine à laver derrière. Il n'a aucun intérêt, à part la loi et de respecter évidemment la durée de la garantie, à ce que votre appareil dure 30 ans. Donc, ça a induit ce problème-là, et notamment la question de l'obsolescence programmée, puisque effectivement, certains constructeurs se sont dit, je vais faire en sorte, je vous invite à regarder un petit peu l'histoire des ampoules aux États-Unis. Il y a quelque chose qui est magnifique sur l'histoire de la création des ampoules, où au départ, on faisait des ampoules increvables.
Maintenant, elles ont une durée de vie. C'est bizarre. Mais en fait, c'est intéressant pour les entreprises, enfin, les vendeurs d'ampoules, que l'ampoule finisse sa vie et que vous puissiez en racheter une. L'économie de la fonctionnalité demande d'acheter la fonction. Si je reprends l'exemple de la machine à laver, votre objectif, c'est d'avoir une machine à laver disponible qui fonctionne et qui nettoie votre linge. Et c'est ça qui vous intéresse, c'est que vous ayez du linge propre à la maison. Quand vous voulez, vous pouvez faire le nettoyage, etc. Donc, si demain, on pouvait vous dire, alors ça ressemble à la location, mais ce n'est pas exactement ça. Et si on pouvait se dire, je paye un prestataire X euros par mois qui me permet d'avoir une machine à laver qui fonctionne tout le temps. Je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas de savoir comment la machine fonctionne, comment elle est réparée, comment ça, elle doit fonctionner. Et c'est le problème du vendeur. Quel intérêt a le fabricant de machines à laver à fabriquer une machine qui ne tombe jamais en panne? Donc, si on est dans une nouvelle économie qui se dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une machine complètement disponible et qui ne me pose jamais aucun problème et je veux bien payer pour ça, si vous prenez la propriété, les pannes deviennent votre problème et le vendeur a intérêt à ce que les pannes arrivent pour pouvoir refaire du business derrière. Tandis que quelqu'un qui vous dit, bah, je m'occupe de votre fonction et je rentre dans un système de location, entre guillemets, mais plutôt de service, et je me fais en sorte que vous ayez toujours une machine à laver qui fonctionne. Là, on a une concordance entre l'intérêt du fabricant et l'intérêt environnemental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la machine meure. À chaque fois que la machine a un problème, ça coûte au producteur, et donc il cherche à faire en sorte que la machine le dure le plus longtemps possible afin de ne pas avoir à se déplacer, afin que le client soit content et ainsi de suite. Donc cette économie de la fonctionnalité apporte vraiment autre chose. Alors c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de métiers où on n'imagine pas ça encore. Il y a beaucoup de métiers où la position est importante, avoir son téléphone, avoir sa voiture, c'est ma voiture, voilà. Il y a tout un concept, une culture autour de ça, mais il y a d'autres métiers qui existent, et ben, tu vas nous en parler, qui font déjà ça. C'est pas quelque chose qui est complètement Ouais. nouveau. Bah, c'est vrai que nous, enfin, le principe de l'économie de la fonctionnalité chez Konica Minolta, ça correspond tout à fait à ce qu'on propose et à notre mode de fonctionnement, puisqu'en fait, bah, les multifonctions d'impression connectées qu'on propose sont en leasing, donc en contrat de leasing, et en fait, le prix payé par le client correspond à l'usage de la machine, donc non seulement effectivement à l'impression, mais aussi à toute la partie dématérialisation, donc scan et dématérialisation et flux de documents et de données vers des logiciels de JET, par exemple. Donc, on propose vraiment une fonctionnalité et non l'achat du matériel. Donc, c'est dans notre intérêt en tant que constructeur de proposer des matériels qui ont une grande qualité, une grande fiabilité, qui est d'ailleurs reconnue par nos clients. On a 90% de nos clients qui sont très, très satisfaits de la qualité de nos machines. Et justement, notre intérêt, comme celui de nos clients, c'est que nos systèmes d'impression durent le plus longtemps possible, parce que on assure effectivement la maintenance et l'entretien de la machine, et et on reprend les matériels. Donc ça, c'est vraiment nous, on est pleinement, en tant que Konica Minolta, dans ce principe d'économie de la fonctionnalité. Finalement, on a intérêt à intervenir quelque part le moins possible et à changer le moins de pièces possible. Donc, l'obsolescence programmée ne correspond pas à ce qu'on souhaite mettre en place chez Konica Minolta. Et voilà, exactement. Vous voyez bien la concordance entre les deux intérêts. Alors, ce qu'il faut aussi avoir conscience, parce que vous pouvez aussi réfléchir vous-même, vous êtes client et vous pouvez vous demander comment je peux acheter des choses dans un principe d'économie de la fonctionnalité dans tout ce que vous faites. Donc voilà, c'est pas toujours disponible. Là, vous avez un exemple de disponibilité, mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent le faire. Et vous-même, vous pourriez réfléchir à vos business en vous disant, est-ce que je pourrais réfléchir et proposer ça à mes clients? Et ce qu'il faut savoir, c'est que un appareil qui dure, contrairement à ce que pensaient et ce qu'ont mis en place les fabricants avant, ça peut vous apporter beaucoup de business. C'est-à-dire que quand vous avez un client redondant qui en fait a un abonnement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un client fidèle qui n'a pas besoin d'être démarché tout le temps en continu et de s'occuper de la qualité de son service en continu plutôt que effectivement de devoir avoir une force de vente énorme et voilà, encore une fois en continu pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être complémentaire au business. Ça peut aller ensemble. Donc c'est une réflexion, moi je vous invite à avoir aussi sur vos activités. Alors là, on vous a mis Orienter vers des contacts, du coup, voilà, pour orienter les clients qui nous écoutent sur des contacts. On peut peut-être aussi mettre le lien
dans le chat et dans la Dans le chat. conversation Ouais, sur la... effectivement, l'ADEME, alors ça s'appelle donc l'économie de la fonctionnalité ou le FC, économie de la fonctionnalité et de la coopération, puisque l'idée c'est de coopérer l'un avec l'autre, bien évidemment. Et tout ça, c'est des accompagnements qui existent. Et sur vos territoires, en général, vous avez des experts de l'économie de la fonctionnalité qui pourraient vous accompagner ou réfléchir à ça. Donc voilà, nous, on vous invite à regarder. Vous pouvez regarder un petit peu à la fois. C'est un cheminement à avoir parce qu'il faut que le client soit dans la démarche. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, voilà, si un client Konica est bien embêté, si le client il dit non, 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 moi je suis fier d'avoir un photocopieur, il me faut mon photocopieur, je veux que ce soit mon photocopieur que je possède moi-même. C'est voilà, si le client et si tous ces clients disaient ça, Konica aurait du mal à mettre en place l'économie de la fonctionnalité. Et heureusement qu'il est en symbiose avec le client sur ce sujet-là. Et c'est pareil pour vous, si le client est en symbiose, vous pouvez réfléchir et mettre en place des nouvelles manières de travailler plus durables. Ouais. Donc vous avez il y a une petite bulle avec dans le chat avec le lien et effectivement dans la conversation aussi si vous voulez récupérer le lien vers l'ADEME. Alors il y a il y a un dernier point qu'on voulait voir ensemble, c'est le sujet de la donnée parce qu'effectivement on a vu la partie usage, la partie hardware, mais évidemment il y a toute la partie software sur laquelle le software se repose sur le hardware évidemment, donc la donnée est un critère, un enjeu majeur dans toute politique de numérique responsable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement sur la donnée, Julien? Bah, en fait, la donnée, encore une fois, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, la donnée est sur du matériel. Si vous avez de la data qui est stockée sur du matériel, souvent, notamment sur les principes de cloud et ainsi de suite, vous avez des choses qui sont synchronisées en masse. La question, c'est quel est l'intérêt de cette donnée? Donc, comme chez vous, vous faites le tri, c'est pareil dans votre bureau. Il y a un moment donné, votre bureau, il n'est pas stocké avec des feuilles partout, avec tout votre historique, etc. Il y a des choses que vous jetez à la poubelle. Le numérique, on ne le voit pas et il a un volume maintenant, une capacité qui est gigantesque. Donc, on se permet des choses, mais en fait, la data est liée au matériel. Quand un serveur est plein, il faut racheter un serveur. Donc, la question, c'est il est plein de quoi? Et donc, il n'y a pas forcément besoin, et je n'ai pas les chiffres en tête, mais si on se mettait à nettoyer toute la data qui n'était pas intéressante ou plus utilisée sur les serveurs un peu partout dans le monde, on pourrait attendre un petit peu avant de refabriquer des nouveaux serveurs et réutiliser des matières premières pour fabriquer ces serveurs. Ouais. Bah, effectivement, nous, on est conscient aussi, effectivement, chez Konica Minolta, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le multifonction d'impression, c'est aussi le point de départ de la donnée, puisqu'en fait, les documents sont scannés et après transférés vers des logiciels, et vers des serveurs et vers des flux. Donc, il y a des flux de data et des documents qui transitent vers des serveurs. Et de nos clients les stockent à la fois sur leur propre serveur et ce qui peut conduire à effectivement la fabrication, l'utilisation d'énormément de terminaux. Par exemple, nous, une de nos offres de gestion électronique de documents qui s'appelle le Digipack, on le met à disposition en version à la fois on-premise, donc sur serveur, et cloud, ce qui permet justement de centraliser tous les documents, les données sur des data centers qui sont sécurisés et qui permet d'optimiser le stockage et donc de diminuer drastiquement la fabrication, enfin le nombre de serveurs et la fabrication des serveurs. D'ailleurs, on estime que en passant d'une version on-premise à une version cloud, on diminue par 100, on divise par 100 quasiment le nombre de serveurs en passant sur une solution cloud. Donc finalement, des serveurs locaux d'entreprise disparaissent et les données et les documents sont stockés sur des data centers. Donc effectivement, la partie cloud permet évidemment de diminuer le nombre de serveurs, le nombre de serveurs en local. Effectivement, alors le cloud, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et qui est vachement intéressant pour plein de sujets. Vous le voyez dans vos vies, de pouvoir utiliser n'importe quel appareil où vous êtes connecté, retrouver vos datas, etc. C'est super. Et la limite de ça,
c'est qu'est-ce que vous synchronisez en continu et constamment. Si vous avez des dossiers qui ont 10 ans, des photos qui ne servent plus, qui sont en double et ainsi de suite, et qui sont constamment synchronisés, protégés sur des serveurs, avec des serveurs miroirs pour pouvoir protéger vos données au cas où le premier serveur crash, etc. Ça, c'est votre métier. En fait, qu'est-ce que vous stockez dessus? Donc, il y a des données où vous pouvez les extraire. Si je reprends l'exemple du bureau de tout à l'heure, quand vous avez des archives, vous les enlevez de votre bureau à un moment donné, ce qui ne sert plus, même si vous ne devez pas les jeter, vous les mettez dans une réserve de manière inerte. Donc, vous pouvez inerter de la data sur vos archivages ainsi de la même manière pour garder la data qui doit être souple avec effectivement ces synchronisations de cloud qui est vraiment l'utilisation et l'utilité de votre métier. Et là, vous vous concentrez sur l'intérêt et l'usage de ce cloud. Et tout ce qui n'a plus besoin d'être synchronisé peut être archivé de la même manière. Et là, on peut l'inerter, c'est-à-dire le mettre là, sur des disques durs ou autres qui, eux, sont éteints, donc ils ne consomment plus d'énergie, etc. Le jour où vous en avez besoin, vous pouvez y retourner, les brancher, les réactiver et aller chercher cette data. Mais la synchroniser en continu avec tous les serveurs qui entre deux, qui vérifient que votre photo qui a été prise il y a 5 ans, elle est toujours bien sur tous les serveurs en même temps, c'est pas utile, c'est pas utile. Donc la manière dont vous allez gérer ces clouds vont permettre notamment à vos prestataires justement de dire bah non, j'ai pas besoin de faire fabriquer un serveur en plus parce que le serveur de départ fonctionne bien et permet d'apporter les intérêts du cloud sans avoir un impact environnemental trop important. Tout à fait. Et après, il y a aussi, on peut se dire que même dans le cloud, on peut gérer le cloud, les data centers de façon le plus responsable possible. Alors effectivement, nous, on peut vous donner l'exemple de notre partenaire OVH Cloud, donc notre filiale Partitio et Advanced Partner de OVH Cloud. Donc avec plus de 10 ans de collaboration. Et en fait, OVH Cloud est plutôt quand même bien faisant en termes d'impact environnemental, puisqu'en fait, ils ont comme objectif d'arriver à 100% d'énergie bas carbone d'ici 2025. Ils produisent leurs propres serveurs et ils les désassemblent à 100% pour que chaque serveur puisse avoir 3 vies. Les serveurs chez OVH Cloud utilisent 7 fois moins d'eau que les concurrents, sachant que l'eau est utilisée pour refroidir les serveurs. Il y a une efficacité énergétique qu'on appelle donc le PUE qui est bien meilleure que la moyenne du marché. Donc c'est-à-dire que le ratio entre l'énergie totale qui est utilisée pour consommer par le centre d'exploitation et par rapport à l'énergie qui est utilisée pour les systèmes informatiques, et voilà, le ratio est meilleur. Et ensuite, 25 des 43 data centers de OVH Cloud sont utilisés sont installés dans des bâtiments réhabilités. Donc effectivement, on voit aussi qu'en utilisant le cloud, on peut avoir une stratégie de neutralité climatique et d'aller vers un impact environnemental meilleur avec le cloud. Soyez consommateur, c'est-à-dire soyez exigeant avec vos fournisseurs et justement réclamez, comme pour votre énergie que vous achetez, vous pouvez demander à ce que l'énergie soit de l'énergie renouvelable. Quand vous prenez de la data, dites, bah moi je souhaite une solution de cloud dont les serveurs sont avec de l'énergie renouvelable. OVH, je sais qu'il le propose, il y en a certainement d'autres qui le proposent. Soyez exigeant parce que vous avez une responsabilité dans cet impact, c'est de la RSE. Hein. Donc demandez à ce que les solutions qui sont utilisées par vos partenaires soient effectivement neutres en carbone, neutres en énergie fossile et ainsi de suite. Et on va terminer sur l'inclusion numérique parce qu'effectivement, c'est un aspect, on a vu beaucoup l'aspect environnemental du numérique et d'une politique de numérique responsable. Il y a aussi tout l'aspect inclusion numérique qui est un sujet qui nous est cher aussi chez Konica Minolta, puisqu'en fait, nous, on a vraiment nos multifonctions d'impression ont été design for people, donc conçues pour l'accessibilité à tout le monde, notamment
notamment aux personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez là, le panel a été conçu pour être incliné pour voilà, tout type, toute taille de personnes. Et ensuite, effectivement, on a mis en place un assistant vocal et equipment vocal assistant qui permet, avec de la voix, de demander, de donner des instructions aux multifonctions d'impression et qui va réagir de façon fluide et exécuter les opérations qui sont demandées. Donc voilà, ce qui rend nos systèmes accessibles aux personnes en situation de handicap. Et cette innovation, voilà, ça a été très très pionnier quand on l'a lancé il y a quelques années. Donc voilà, l'inclusion des personnes notamment en situation de handicap est importante à considérer dans l'accès au numérique. Mais il y a d'autres sujets, hein, Julien, quand on parle d'inclusion numérique. Oui, bien sûr. Si vous prenez un exemple très bête, je vous l'ai cité tout à l'heure, si vous faites attention à vos smartphones, à vos téléphones portables, quand vous décidez quand même de changer de téléphone portable pour une raison X ou Y qui vous appartient, si votre téléphone est encore utilisable, en fait, le remettre dans une filière, je pense à Emmaüs Connect par exemple, il y a d'autres structures aussi qui le font. En fait, vous le remettez dans des filières sociales où vous permettez à des personnes qui ont moins accès à numérique d'accès à moindre frais à du matériel. Ça fonctionne aussi avec les ordinateurs, avec les écrans, voilà, les ressourceries, et ainsi de suite. Donc, pensez à la suite de votre matériel numérique qui vont permettre socialement d'aider des personnes qui sont éloignées qui sont victimes de cette fracture numérique. Donc, vous pouvez en participer. Ne pensez pas juste à l'utilisation que vous avez à avoir de votre produit. Pensez à ce que le produit puisse vivre derrière, notamment en profitant socialement à d'autres. Ouais. Donc, en conclusion, on vous a donné un certain nombre de pistes pour pouvoir identifier à la fois l'impact environnemental et l'impact social du numérique, et pour pouvoir vous aussi des pistes pour pouvoir mettre en place une démarche d'amélioration continue au sein de votre entreprise. Pardon. Chez Konica Minolta, en fait, on a mis en place un indice d'amélioration continue pour le numérique responsable, donc qui est pour mesurer l'impact, enfin pour mesurer finalement la progression sur chacun des items qu'on a vus ensemble sur ce webinaire. Donc on le partage avec vous. Donc vous avez effectivement les actions dans les différents champs qu'on a pu évoquer ensemble. Donc effectivement, le champ gouvernance avec est-ce que j'ai mis en place par exemple, je ne vais pas passer tous les champs, mais je vous en cite quelques-uns. Est-ce que j'ai au sein de ma structure un référent numérique responsable? Est-ce que ça a été fait? Donc là, c'est le trait plein. Est-ce que c'est une action qui est en cours? Donc c'est le trait en pointillé, ou est-ce que c'est encore à faire? Donc c'est le gris clair. Donc, vous voyez, nous, sur l'ensemble des actions, on a au moins entamé la démarche chez Konica Minolta. Il y a certaines actions qui sont encore à faire, mais voilà, ça permet de mesurer sur chaque axe, donc à la fois la gouvernance, à la fois le matériel dont on a largement parlé, les usages dont on a largement parlé ensemble, les données dont on a parlé également. Également, ce dont on a un petit peu moins parlé, c'est la partie mesure et reporting. Donc, est-ce que j'ai un suivi des KPI sur le numérique responsable, et est-ce que j'évalue l'impact carbone du numérique de façon à pouvoir se donner des objectifs de progression en impact, en émissions de gaz à effet de serre. Sur la partie également inclusion, on en a parlé. Donc, ce petit outil, ça permet de visualiser assez rapidement au sein de l'entreprise qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qu'il y a à faire, et pour mettre en place une démarche de numérique responsable. Et pour clôturer ce webinaire, on a le plaisir de vous offrir le kit d'affiches éco-gestes qu'on a mis en place chez Konica Minolta, qui est avec des petits des jeux de mots sympas pour faire prendre conscience d'un certain nombre de sujets. Et il y a beaucoup de numérique, vous le verrez dedans. Il y a beaucoup l'impact du numérique, donc vous pouvez télécharger dans le chat et dans la conversation avec le lien qu'on va vous donner et que vous pouvez imprimer et afficher dans vos entreprises. Donc ça, c'est vraiment la sensibilisation des collaborateurs pour les amener à de meilleurs usages numériques, notamment numériques, mais pas que, et donc un meilleur impact environnemental. Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'il y a,
on peut prendre quelques questions. Si vous avez des questions dans les commentaires, eh bien, on peut tout à fait y répondre. Alors, en attendant peut-être que les questions tombent, peut-être une petite information donc, sur le Digital Cleanup Day qui peut être une manière justement de faire de la mobilisation citoyenne. Le Digital Cleanup Day, c'est le troisième enfin, la troisième semaine de mars. Donc, on est en plein dans la construction pour aller jusqu'à mars et vous pouvez vous-même faire participer votre entreprise, vos collaborateurs et organiser vous-même. Donc, je vous invite à aller sur le site digital-cleanup-day.fr. Et là, vous avez, en vous connectant, toutes les informations pour pouvoir organiser. N'hésitez pas à revenir vers le Digital Cleanup Day pour qu'on puisse vous filer tout ce qu'il faut. Si vous-même, vous voulez mobiliser vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires autour d'opérations de numérique responsable, soit physiques avec des Repair Café ou autres, des filières de recyclage, mais aussi des opérations spécifiques à nettoyer les mails, les téléphones portables et ainsi de suite. Voilà, il y a plein d'opérations. C'est une manière assez fière pour les collaborateurs de participer à une dynamique mondiale autour du numérique responsable. Alors, il y a une question sur le rediffusion. On vous enverra un replay du webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Regarde sur le chat. Aurait-on été clair? Écoutez, en attendant les questions, j'en profite pour vous informer que on organise un webinaire le 31 octobre sur le thème de la note de frais sans papier et sans stress, et un autre webinaire le 26 novembre sur le thème de la cybersécurité pour les PME et l'assurance, donc avec notre partenaire AXA, donc les avantages pour les PME. Donc, n'hésitez pas, si c'est des thématiques qui vous intéressent, à vous inscrire et à participer à ce webinaire. Alors, il y a une question, comment aider nos collaborateurs à mettre en place les bons réflexes? Effectivement, comme on le disait, c'est une démarche qui peut prendre un petit peu de temps, mais dans tous les cas, ça passe par la sensibilisation. Donc effectivement, déjà les affiches comme les affiches éco-gestes qu'on vous met qu'on vous a offert dans la conversation sont un bon départ. Également, organiser un World Cleanup Day, ça peut être une démarche qui va sensibiliser auprès de vos collaborateurs, donc en interne, et effectivement, ce qui en général fonctionne bien, qu'on a mis en place nous chez Konica Minolta, c'est avoir une communauté d'ambassadeurs RSE qui sont particulièrement formés et sensibilisés aux enjeux du numérique responsable et de la RSE en général, et qui vont aider à sensibiliser d'autres collaborateurs en interne. Mais c'est bien d'avoir au moins un ambassadeur ou voire plusieurs ambassadeurs qui vont porter ces messages et qui vont inciter sensibiliser les collaborateurs. C'est ça, moi je vous conseille vraiment de transmettre ça et de mobiliser, non pas pour leur apprendre, mais pour aussi construire ça. Si je reprends l'exemple du Digital Cleanup Day, vous pouvez faire un appel à tous vos collaborateurs en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre en main ce sujet pour organiser quelque chose à l'occasion. Et en fait, les salariés entre eux peuvent organiser eux-mêmes et construire eux-mêmes cet événement qui va permettre de faire quelque chose autour des questions numériques. Après, vous avez des sujets peut-être que vous connaissez déjà, comme la fresque du numérique. Vous pouvez faire appel à cette association, la fresque du climat. Donc, c'est des animations que vous pouvez faire venir dans votre entreprise avec vos collaborateurs. C'est du team building autour de ces questions-là qui peuvent aussi être assez intéressantes, quoi. Donc, il faut vraiment que ce soit aussi du bottom top, faire en sorte que les salariés, il y en a beaucoup dans la RSE qui ont envie en fait de prendre en main ça. Donc, si vous leur filez ça, leur responsabilité, ils vont aller chercher sur Internet, ils vont trouver et ils vont être fiers d'être responsables de le fait de le transmettre par eux-mêmes. Je pense que c'est une méthode en tout cas qui fonctionne. Il y a une question sur pour retrouver le site pour le Digital Cleanup Day. Pouvons-nous retrouver le site des exemples d'actions que nous pouvons mettre en place?
Alors, le site, on l'a mis là dans le truc, c'est digital-cleanup-d.fr. Vous avez beaucoup de choses qui sont dedans. Je vous invite à créer un compte, c'est juste mettre son email, hein, c'est le respect de la RGPD, tout ça, évidemment. Et là, vous avez dans l'espace personnel, vous avez mes outils. Et là, vous avez énormément de documentation et d'exemples de choses que vous pouvez mettre en place. Et donc, vous pouvez organiser par vous-même des choses. On a des partenaires comme Écologique qui vous permettent de mettre en place des poubelles entre guillemets, des box qui vous permettent de remettre les téléphones et les appareils dans un nouveau circuit de fonctionnement. Vous pouvez ça mettre en place dans vos entreprises. Il y a aussi créer un événement pour nettoyer vos mails. Alors ça, c'est spécifique avec l'outil que vous utilisez. Ça m'est arrivé de faire des événements où on parlait spécialement de Outlook. Il y a d'autres événements où on parle spécialement de Gmail. Donc chaque entreprise a sa spécificité informatique et va designer avec l'aide de tous les documents qui sont sur le site digital, une manière d'aborder le sujet. Si vous touchez aux jeunes, vous pouvez aussi parler de l'impact des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, le fait, je vous ai parlé de la qualité des photos et des vidéos. Les jeunes, quand ils filment des vidéos, maintenant, ils ont des appareils qui font du 4K, voire du 8K. Et en fait, ils lisent tout sur leur téléphone portable. Ça n'a aucun intérêt. 720p, ça suffit quand c'est pour lire sur un téléphone portable. Donc en fait, voilà, c'est des petits tips comme ça, des petits conseils qui sont diffusés alors, tout est disponible évidemment sur le site internet de Digital Cleanup Day. Et là, vous pourrez être organisateur vous-même. Et vous verrez la carte vous-même, vous pouvez créer votre événement et montrer que votre marque fait quelque chose autour de ça et inviter soit des gens à l'extérieur, soit faire un clean-up privé pour le faire en interne chez vous, mais vous ferez partie de ces centaines de milliers de personnes qui participent au Digital Cleanup Day. L'année dernière encore, on était à un demi-million de personnes en France à se mobiliser sur le Digital Cleanup Day. Donc n'hésitez pas à en faire partie et normalement sur le site internet, si vous regardez bien, vous avez tout ce qu'il faut pour être accompagné de A à Z. Pour le coup, nous l'avons mis en place chez Konica Minolta auprès de nos collaborateurs et ça a c'est la deuxième, on l'a fait 2 fois et ça a très très bien fonctionné. Donc on va continuer à le faire cette année encore. Ça a un gros avantage, c'est que ça nettoyer ses mails, par exemple, ça permet aussi de se nettoyer l'esprit et d'avoir vraiment un classement beaucoup plus intéressant, de faire tourner les téléphones plus rapidement. Voilà, donc c'est aussi à un moment donné où on se pose et ça a un désavantage personnel. Là où le World Cleanup Day, on nettoie la nature autour de nous et c'est pas nous qui avons généré les déchets. Sur le Digital Cleanup Day, là, c'est nos déchets à nous qu'on essaie de réorganiser et de mieux trier. Pas forcément d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être prendre une dernière question si vous en avez. Bon. Écoutez, on vous remercie pour votre disponibilité, votre écoute. C'était un plaisir voilà, de partager ces éléments avec vous. On vous souhaite une très bonne après-midi à tous et on vous enverra un mail de remerciement avec tous les éléments. Bonne journée Bonne à tous et journée à n'hésitez pas. tous. Bon Merci courage. Julien. Au revoir. À bientôt. Au revoir.